Bonsoir. Abidjan et Accra renforcent leur collaboration pour la valorisation de leur production de cacao. Comment comptent-ils s'y prendre? Les précisions dans le Live Actu. Et ce soir, il sera question de prévisions météorologiques et de dispositions à prendre en cette saison des pluies. Notre invité du jour est Jean-Louis Moulot. Il est le maire de Grand-Bassam. Il est également directeur de la Sodexam, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. J'y arrive. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Alors, bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, qu'est-ce qu'on est content tous les soirs d'être en votre compagnie, de vous savoir nombreux et fidèles. Et ça, c'est important de le souligner. Tous les soirs, de nombreux téléspectateurs rejoignent la famille Live TV. Bientôt, d'ailleurs, les célébrations pour les 1 an d'existence. Donc, merci beaucoup d'être toujours si nombreux. Merci d'être fidèles. Merci chaque jour de grandir le nombre des téléspectateurs à ce rendez-vous et sur cette émission. On vous a vu faire votre regard. Vous également, Rabia et Madame Bleu. Voilà, on vous a tous vu en train de faire le regard vers moi. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous, mesdames? Brice. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mademoiselle. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Vous êtes magnifiques, hein, toutes les trois ce soir. Merci. Très bien, ok. J'ai failli dire comme d'habitude. Et tu as parlé de célébration. Ça tombe bien, on a reçu déjà les premiers fans pour un meet and greet. C'était très sympa. C'était très sympa. C'était chaleureux. Ouais, merci, c'est ça, exactement. On a dit merci, hein, merci. Merci aux fans. Petite info tout de suite avec ma fourmi petite adorée. Oui, et la petite info de ce soir va parler d'éducation puisque les résultats du CEPE sont connus depuis ce matin. Ah bon? Alors on va enregistrer un taux d'admission qui a considérablement chuté, de limite 42% environ. Alors on passe de 95,31% en 2020 à 52,51% en 2021 d'admission. Donc chez les filles, ça va être un taux de réussite de 53,13% sur le total des filles justement qui ont été admises. Et puis chez les hommes, c'est 51,92% d'admis. Est-ce qu'on a des raisons de qu'est-ce qui explique cette chute vertigineuse? Alors, on attend d'avoir les raisons officielles, mais il y a beaucoup de spéculations aujourd'hui. Certains analystes affirment que justement, dû à la crise de Covid-19 en 2020, les résultats en fait du CEP avaient été, on va dire, calculés. Donc, avaient été calculés en fonction justement des évaluations continues qui avaient été faites durant l'année. Mais moi, j'estime que ça ne justifie en rien parce que quand on regarde les résultats de 2019, on était quand même à un taux de 88% environ. Et aujourd'hui, on est à 52,51%. Donc, c'est quand même une considérable chute. Après, est-ce que, comme Edith me le disait avant le début de l'émission, ça peut être dû peut-être au renforcement des contrôles qui sont faits durant les examens? Ça reste la question. En tout cas, les questions restent ouvertes, mais c'est vrai qu'il y a un énorme gap entre 91% et 52%. Toutes les raisons portent à croire qu'il y a eu soit de gros changements au niveau des examens, au niveau du contrôle, comme je le disais, et peut-être aussi décrochage scolaire aussi, parce qu'on a eu la période du Covid en 2020. C'est vrai qu'il y a eu des cours en ligne, mais il y a eu beaucoup de moments où il y a eu des ruptures au niveau des présences à l'école des enfants. Donc, peut-être que ces raisons pourraient expliquer ces résultats. C'est sûr, on va se faire taper par le prochain BASEC. Hein. Oui, sûr. Et cette année scolaire aussi avait débuté avec une longue série de renforcements, de remises à niveau, etc. Donc, est-ce que ça a été suffisant? Est-ce que ça a décalé le programme? Est-ce que finalement, ce n'est pas le vrai niveau des enfants qu'on voit là? Peut-être. Ben voici une autre question pour Madame la Ministre. On parlait de beaucoup de défis, donc voici un autre. C'en est un de plus. Ben, voilà. Merci beaucoup, Rihanna. Et puis, félicitations aux admis, oui. Aux admis, pour dire que c'est mérité. Pour les autres, eh bien, il faudra redoubler d'efforts et puis être au top. Bon, on fait un tour de l'actualité, le point d'actualité du jour. On parle café cacao tout à l'heure, juste après ceci. Alors, on le disait, la Côte d'Ivoire et le Ghana renforcent leur collaboration pour la valorisation de leur production de cacao. La vraie question, c'est comment comptent-ils s'y prendre? Il y a un mécanisme qui est mis en place, qui est en train de se mettre en place, Madame Bleu? Oui, un mécanisme qui est en train de se mettre en place, mais il y avait déjà eu les prémices
de cette concrétisation avec la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Donc, ils avaient d'un commun accord décidé de la fameuse prime DRD, donc différentiel de revenus décents, pour permettre aux producteurs ouest-africains de pouvoir vivre décemment de leur production de cacao. Donc une prime de $400 qui équivaut à environ à 220 000 francs CFA et qui devrait leur permettre de pouvoir, en sus du prix du cacao, avoir en plus cette prime qui permettrait de renforcer, même quand les prix chutent, d'avoir un revenu décent. Donc cela s'est concrétisé aujourd'hui avec la première réunion du comité de pilotage. Le comité de pilotage qui regarde un peu tout ça. Exactement, donc un comité de pilotage qui s'appelle ICCIG, donc l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, donc qui concrétise un peu la coalition des deux géants du cacao, de la production de cacao dans le monde, parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de la production de cacao mondiale. Ça fait les 2/3 de la production mondiale. Donc, c'est deux forces puissantes qui se mettent ensemble pour pouvoir influencer le marché mondial du cacao et surtout avoir une maîtrise aussi bon, pas forcément des prix, mais en tout cas avoir une maîtrise des circuits de distribution et également de la certification de notre café cacao ouest-africain. Oui, si forcément on est deux puissances qu'on se met ensemble, on devient forcément plus fort. Et cette initiative, donc Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, a pour but également d'être un cas d'échange qui me permettra de coordonner la politique cacaoyère afin de favoriser et de défendre les intérêts des deux pays sur le marché international. Bon, alors, dans l'organisation de cette initiative, ce comité de pilotage, c'est la Côte d'Ivoire qui a le poste du secrétaire exécutif. Avec M. Alex Assonvo. Très bien, et puis la présidence est assurée par le Ghana. Effectivement, donc par le ministre ghanéen de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. Owusu Afriyé Akoto. Et on a eu également, bien sûr, du côté de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture, donc M. Adjoumani, qui était également présent et qui s'est exprimé, donc M. Koubenan Kwasi Adjoumani, qui s'est exprimé en disant « Je saisis l'occasion pour lancer un vibrant appel à l'ensemble des pays africains producteurs de cacao à adhérer à cette organisation qui permettra à nos États d'influencer davantage le marché mondial du cacao. » Donc c'est un message fort, c'est une volonté forte de ces deux nations de pouvoir contrôler ce secteur, cette filière cacao. Maintenant, reste à savoir exactement si le bras de fer qui a commencé depuis fin, parce que le DRD a commencé à être appliqué depuis le fin octobre 2020, donc depuis le 1er octobre 2020, est-ce qu'effectivement les $400 de DRD reviennent effectivement aux producteurs de cacao? Comment se passe le processus de répartition de ces $400 aux producteurs, aux paysans? Je pense que l'invitation est ouverte aussi aux représentants du Conseil du café cacao qui pourront mieux expliquer un peu ce mécanisme de redistribution. Et surtout les initiatives qu'ils comptent prendre parce que l'objectif de ce cadre de concertation-là, on l'a dit, hein, cette initiative, c'est de coordonner de façon conjointe et de véritablement défendre les intérêts. Bien sûr, et c'est déjà une très belle démarche en fait, qui est faite justement par les deux pays, donc la Côte d'Ivoire et le Ghana, et c'est une démarche qui va venir ouvrir en fait, une belle plateforme pour justement, comme le ministre d'État l'a dit, appeler d'autres pays justement à se mettre aussi dans cette plateforme pour avoir un plus grand pouvoir de parole et de négociation. On est des pays producteurs de matières premières qui ont énormément de valeur pour l'extérieur. Malheureusement, on n'est pas encore à l'industrialisation qui nous permet de transformer cette matière première, mais il nous faudrait avoir la maîtrise de nos propres coûts. Il nous faudrait avoir un cadre réglementé selon nos propres volontés en tant que pays producteurs et dont nos offres mondiales représentent une grande majorité. Donc, ce serait vraiment très très intéressant de voir les pays africains se mettre ensemble pour défendre ces causes. Ah bien, justement, ce rêve-là de Rihanna Assi, est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous ne le trouvez pas trop fantasmagorique? En fait, moi, depuis toujours, depuis que je suis en classe de 5e d'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était injuste qu'on nous impose les coûts d'achat, en fait, les coûts de vente. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand on voit deux géants d'une matière première donnée qui est quand même très déterminante à l'échelle mondiale, comment se réunir
même si des décisions de manière à 360 degrés ne sont pas prises, mais c'est déjà pour moi un très grand pas, un très grand début. Pour moi, par contre, on devrait aller plus loin que ça, demander à l'ensemble des pays, faire un appel à l'ensemble des pays producteurs, c'est bien. Les citer, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des initiatives qui sont prises en off, mais aujourd'hui, le Cameroun et le Nigeria aussi sont des pays producteurs. Les appeler de manière officielle et de manière beaucoup plus précise pour qu'ils viennent aussi rejoindre cette team-là et puis après changer la donne, ce serait déjà une excellente chose. Et il n'y a pas que ces pays, et ce serait le cas même de le faire en fait pour d'autres types de matières premières, parce que l'Afrique n'a pas que le cacao, on a beaucoup d'autres matières premières qui sont énormément, on va dire, exportées. Le cacao et le café pèsent beaucoup dans la balance commerciale. Donc déjà, si on a cette plateforme qui réunit les pays producteurs et commerçants de ces matières premières-là, et qu'on arrive à maîtriser nous-mêmes nos structures de vente, notre environnement de vente. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont dépendants des grands chocolatiers mondiaux. Donc, par exemple, il y a eu un bras de fer quand la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de mettre en place le DRD, Mars et RC, qui sont les principaux chocolatiers acheteurs. Ils avaient décidé à un moment donné, d'aller acheter dans le stock, d'aller prendre dans le stock américain, parce qu'ils ont gardé les stocks qui étaient présents chez eux. Et ils ont préféré aller acheter dans ce stock. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de vision, c'est que quand on met en place une plateforme comme celle-ci, la seule mission de cette plateforme n'est pas d'arriver à seulement réguler le cadre de vente, mais c'est aussi de faire arriver ces pays-là à la transformation de leurs matières premières. Je m'explique. Aujourd'hui, si on a une plateforme où tous ces pays producteurs arrivent à s'exprimer et à mettre sur pied tous leurs intérêts et à arriver à les défendre face aux pays internationaux, on arrivera aussi à défendre nos droits de pouvoir industrialiser nos propres pays, produire nos chocolats. On a des créateurs ivoiriens même de chocolat qui font du bon chocolat et de qualité, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, quand on va au supermarché, on est flouté par tous ces chocolats qui viennent d'ailleurs. Il faudrait aussi qu'on apprenne à consommer local. Dire que, du coup, le combat, il a un double niveau. Il y a un combat, donc, il devrait avoir un double niveau. Est-ce que c'est leur volonté? Je ne sais pas. Il y a un combat contre la concurrence déjà, parce qu'il y a les concurrents, comme vous estimez, des Américains. Et puis maintenant, vous vous battez également contre les grands acheteurs comme Mars et RC. Et puis, n'oubliez pas également le marché asiatique. Parce qu'on parle de beurre de cacao, mais il faut savoir que le marché asiatique, par exemple, la Chine, ils achètent également les fèves qui transforment en beurre de cacao. On transforme également en beurre de cacao, mais eux, ils le transforment plus et ils le revendent moins cher à ces chocolatiers. L'Afrique n'a pas conscience en fait de son pouvoir. Aujourd'hui, si on arrive à fixer des prix, je finis juste ma phrase. Si on arrive à fixer des prix qui vont dans nos intérêts, les pays occidentaux et étrangers auront moins de marge lorsqu'ils produiront leur chocolat avec nos matières premières, et nous, ça nous laissera le temps d'industrialiser, de transformer et de vendre nos produits transformés. C'est très beau pour vous présenter ça comme ça. Alors moi, ce que j'ai envie de répondre à Edith, c'est que, on dépend de Mars et de bien d'autres aussi, Mondelez aussi. Eux aussi dépendent de nous. Parce que si on ne leur vend pas de matières premières, ils ne produisent pas de chocolat. Pourquoi vous pensez ça? Mais non, c'est ce que je dis. Je viens de m'expliquer. En fait, ça doit être une sorte de cycle. Aujourd'hui, si on ne leur vend pas de cacao, ils vont aller voir ailleurs. Sauf qu'eux aussi peuvent se dire, aujourd'hui, on a le monopole, on peut aussi leur imposer leur prix. Pour moi, la solution la plus simple, c'est quoi? C'est essayer d'appeler aussi ces producteurs et ces pays asiatiques, sud-américains, à s'asseoir autour d'une même table, à faire une sorte comme font les autres, comme fait l'OPEP en fait, une sorte d'organisation en fait mondiale, et à partir de là, on pourra Sauf qu'au niveau de l'OPEP, ils fixent eux-mêmes le prix. La justement, mais à partir, ce sera déjà un début. Si aujourd'hui on construit une organisation semblable à l'OPEP, à ce moment-là, ça sera à ces pays, ce seront ces pays qui vont récupérer le pouvoir. Parce qu'en réalité, c'est qu'un jeu de pouvoir. Mais si on ne prend pas de risque, on ne pourra jamais changer les choses. De jeu de pouvoir et de capitalisme. Ah oui. Bon, alors mesdames, de toute façon, je pense que les responsables du Café Cacao regardent cette émission. L'invitation est lancée. Elle est lancée, cette invitation-là, pour avoir plus de détails, surtout sur la stratégie et puis les propositions que vous venez de faire. Je pense qu'elles ne sont pas tombées dans l'oreille de sourd. Merci beaucoup. On marque une pause parce qu'il y a des impératifs commerciaux et on revient juste derrière.
Notre invité est le directeur du général de la Sodexam, Monsieur Jean-Louis Moulot. Bon, vous êtes également maire de Grand Bassam. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur Tout. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On sait que vous avez un emploi du temps doublement chargé. Vous avez trouvé quelques minutes à nous accorder sur la ITV. Merci beaucoup de choisir cette chaîne. C'est moi qui vous remercie. Alors, la Sodexam, vous êtes directeur donc, de cette structure-là. Pour nos téléspectateurs, on la présente, la structure. De quoi s'occupe la Sodexam? Eh bien, nous avons 3 grands domaines d'activité. Le premier, évidemment, c'est l'exploitation aéroportuaire. Donc, on s'occupe de l'exploitation des aéroports, principalement des aéroports secondaires, donc à l'intérieur du pays. Ensuite, la météorologie. Nous sommes Agence nationale météorologique. Et enfin, de la médecine aéroportuaire. Ah oui. Nous avons un centre d'expertise en médecine aéronautique et aéroportuaire. Alors, premier point, vous vous occupez des aéroports. Comment vous occupez des aéroports? Eh bien, en les exploitant, nous avons donc des équipes dédiées qui gèrent en direct les aéroports de l'intérieur du pays. Tous les aéroports qui reçoivent des vols commerciaux de la compagnie Air Côte d'Ivoire, d'autres aérodromes qui ne reçoivent pas de vols commerciaux, et l'aéroport de Yamoussoukro, qui est plus un aéroport administratif. Je pense que là, pour rentrer plus dans les détails, quels sont les métiers au sein de ces aéroports, en tout cas qui existent par exemple? Eh bien, il y a une variété de métiers sur ces aéroports. Ça va de la navigation aérienne. Nous avons des contrôleurs de la navigation aérienne qui gèrent les tours de contrôle. Nous avons des stations météorologiques sur chacun des aéroports, donc avec des ingénieurs de la météo, des techniciens supérieurs en météorologie. Puisque les aéroports reçoivent un certain nombre d'infrastructures et d'outils d'aide à la navigation, nous avons également des ingénieurs en génie civil pour tout ce qui est maintenance des revêtements, donc des pistes et autres ouvrages. Nous avons des ingénieurs en électricité, puisque ces aéroports doivent assurer une fourniture en permanence pour l'énergie électrique. Nous avons également des spécialistes en matière de sécurité incendie. Chaque aéroport a évidemment des pompiers d'aérodromes qui ont une formation spécifique différente des pompiers civils que l'on rencontre. Donc on rencontre. En plus de la gestion, donc on va revenir à la météo. Ah, c'est ça, Oui. parce que j'entends les téléspectateurs dire ce qui nous intéresse, c'est la météo. C'est la météo, saison-là. évidemment, Quels actualité sont oblige. exactement les services et les produits qui sont rendus justement par ce service météorologique? Eh bien, nous fournissons le service le plus connu est le bulletin météo que vous retrouvez sur certaines chaînes de télé et que nous diffusons également sur les réseaux sociaux. Au-delà de cela, il faut savoir que la météo, en fait, est un outil d'aide à la décision qui accompagne donc le développement. C'est un accélérateur du développement. Pour ce faire, nous mettons à disposition donc ces informations stratégiques pour un certain nombre de secteurs de l'activité économique. Vous aviez une discussion tout à l'heure sur l'agriculture et l'importance du cacao. Eh bien, nous travaillons avec le secteur café-cacao, nous les accompagnons en mettant à disposition des informations et des données météorologiques qui permettent d'optimiser la production agricole. Exactement, et de savoir la période optimale pour les semis et pour les plants. D'accord. Alors, On en parlera tout à l'heure, ça fait partie des questions. Très bien. qui dit météo dit pluie. Oui. L'année dernière, il y a eu beaucoup de dégâts et de dégâts. Il y a eu aussi malheureusement des pertes en vie humaine. Est-ce que cette année, on devrait s'attendre quand même à une saison inquiétante, disons? Eh bien, j'avais dit tout à l'heure, mais c'est tout de suite en fait. D'accord. Eh bien, il faut s'attendre en fait au même phénomène que nous avons eu l'an dernier. En termes de projection, de prévision, nous aurons une pluviométrie qui sera sensiblement la même que celle que nous avons connue l'an dernier. Mais décalé un tout petit peu par rapport à l'année dernière. Décalé parce que le changement climatique, évidemment, a des incidences sur les saisons des pluies. La grande saison des pluies devait débuter au mois de mars. Vous aurez constaté, comme moi, qu'elle a démarré avec beaucoup de retard. Et le risque vient lorsque ces pluviométries-là sont observées sur des périodes très très courtes. Lorsqu'il pleut abondamment sur une période de 2 ou 3 jours, évidemment, les ouvrages de drainage des eaux de pluie, les caniveaux, pour parler en termes triviaux, ne permettent pas d'absorber donc justement cette pluviométrie importante et ça peut occasionner des débordements et des pertes matérielles, des pertes en vie humaine malheureusement parfois. Et donc de façon concrète, la population devrait s'inquiéter cette année encore? La population ne doit pas s'alarmer puisqu'il y a des dispositifs qui existent, il y a un comité interministériel qui est mis en place pour veiller à cela et la Sodexam en fait partie. Chaque fois qu'il y a lieu de s'inquiéter, nous publions des bulletins d'alerte
qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, sur le site de la Et qui Sodexam. permettent de prendre des dispositions. Exactement, aux services d'urgence, l'ONPC notamment, le ministère de l'Intérieur, qui sont les premiers destinataires, et les dispositions sont prises. Vous aurez noté qu'il y a une communication autour lorsqu'on s'attend à des pluies abondantes. Et comment vous évaluez le cumul pluviométrique de ce premier semestre 2021 comparativement à celui de 2020? Eh bien, c'est seulement au terme de la saison des pluies que nous pourrons établir un bilan. Mais à ce jour, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la base des informations, des données que nous avons recueillies sur le terrain à partir des stations météo et des pluviomètres qui sont répartis un petit peu partout sur le district d'Abidjan. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce stade, mais comme je le disais, le risque viendra si nous avons des pluies abondantes dans des périodes très très rapprochées. Mais Donc, vu que vous projetez également en termes de forecasting, donc de prévision, je suis un peu ma Sophia Aïda, qu'est-ce que vous prévoyez pour le second semestre 2021? À quoi faut-il s'attendre? Eh bien, les prévisions que nous avons établies sur la base des modèles que nous avons permettent de savoir que nous aurons des pluies qui vont osciller dans une moyenne de 600 mm, ce qui est la normale par rapport à ce qu'on a observé l'an dernier et les années précédentes. Donc il n'y aura pas d'excédent important pluviométrique, mais comme je le dis, nous restons vigilants. Si d'aventure il devait y avoir des pluies qui vont se succéder sur plusieurs jours d'affilée, à ce moment-là, nous allons porter l'information aux services compétents, notamment au ministère de l'Intérieur, pour que des dispositions soient prises pour préserver les vies et les activités économiques. Et le point important justement qu'on va aborder, c'est le site d'aventure. Parce qu'à un moment donné, il y a une bonne partie des Ivoiriens qui disent les gars de la Sodexam qui nous font des bulletins météo, franchement, c'est pas fiable. À un moment, ils nous annoncent une pluie le lundi, il ne pleut pas le lundi, il pleut le mercredi. Vous êtes d'accord qu'il y a une bonne partie des Ivoiriens qui... Tout à fait, c'est un préjugé en réalité. Oui. Ce que je dois vous dire, c'est que la météorologie donc, est une science qui établit des prévisions. On parle bien de prévisions. Et ces prévisions-là, au plan mondial, sont avérées à plus de 90%. Et les prévisions de la Sodexam sont avérées à plus de 90%. Nous nous situons donc dans la moyenne mondiale des pays qui ont des moyens beaucoup plus importants que les nôtres, notamment des satellites qui permettent donc d'étudier les phénomènes météorologiques. Et la Sodexam est dans la moyenne mondiale. Il n'y a pas lieu de rougir des résultats que nous publions. Très bien. Alors, chers Ivoiriens, si on a des bulletins, il y a une marge quand même de 10%, mais sinon 90%. On parle de prévision, ce sont des mouvements dynamiques, évidemment. Lorsqu'on observe l'atmosphère, on observe les nuages, les vents, évidemment, il peut y avoir quelques paramètres qui changent, mais toujours est-il que nous suivons ces situations-là heure par heure et que nous portons l'information lorsqu'il y a des risques. On parle un peu comme pour les vaccins. Vos prévisions s'étalent sur combien une bonne prévision, sans forcément trop dans sur 24 heures, 48 heures Pour avoir la meilleure fiabilité, à partir de 72 heures avant, on peut établir les phénomènes qui vont se produire et nous actualisons les données toutes les 12 ou 24 heures au besoin. La CIE vous a-t-elle contacté? Absolument, nous avons un partenariat avec la CIE puisque nous avons un certain nombre de secteurs de l'économie en réalité qui sont qualifiés de climato-sensibles, qui sont sensibles au climat et sur lesquels le climat peut avoir une incidence importante. On évoquait l'agriculture, le secteur des assurances, le BTP, évidemment donc le secteur de l'énergie. Et notre pays, comme vous le savez, donc, a basé son système de production en partie sur les barrages hydroélectriques. Donc la CIE, effectivement, utilise les services de la Sodexam. Nous leur mettons à disposition des informations spécifiques à leur demande et des bulletins dédiés sont élaborés. Donc on peut être rassuré pour juillet 2021 sur... En termes de bonne pluviométrie, on a parlé de CIE, CIE, on a parlé de barrages. Les barrages n'étaient pas suffisamment remplis, les pluies n'étaient pas... Ils n'avaient pas l'information. Oh si, je peux vous assurer que la CIE est animée par des professionnels et nous mettons les informations à disposition. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Très bien, vous sauvez la mise. Au moins, oui, donc la question aussi, c'est de savoir, est-ce que la culture de la météo fait partie des Ivoiriens dans votre constat? Parce qu'on se rend compte que des spectacles sont organisés, des rencontres sont organisées, et finalement on se retrouve à faire un spectacle avec de la pluie, alors qu'on aurait pu par exemple consulter le compte Twitter de la Sodexam ou le compte Facebook par exemple. Est-ce que ça fait partie de la culture des Ivoiriens? Bien, merci de relever que la Sodexam s'est modernisée, que nous sommes sur Twitter et Facebook effectivement, et que les informations sont mises à disposition gracieusement. Donc il appartient aux usagers de les consulter pour pouvoir anticiper, planifier leurs activités et éviter les désagréments qui peuvent être liés aux phénomènes météorologiques. Mais comment vous en faites la promo? Eh bien, à travers la communication, essentiellement. Nous communiquons, nous essayons de rejoindre les populations. Nous travaillons avec certaines chaînes de télévision. Nous travaillons beaucoup sur les réseaux sociaux.
à travers certaines organisations professionnelles telles que le patronat ivoirien, nous allons vers ces différentes corporations pour leur proposer nos services et leur indiquer les offres que sont celles de la Sodexam. Mais est-ce que finalement, ce qui pose problème chez les Ivoiriens, c'est pas justement cette question de culture? Parce que les Ivoiriens ont tendance à regarder la météo, parce qu'ils réagissent même. Mais est-ce que c'est pas le fait de regarder la météo, la fiabilité, justement? Bien, il y a, comme je l'indiquais précédemment, un préjugé sur la fiabilité, puisque nos données, nos prévisions météo sont fiables à plus de 90%. Est-ce que ces données-là ont toujours été fiables? Est-ce qu'avec la modernisation de votre dispositif, peut-être que les choses se sont améliorées? Mais est-ce qu'il n'y avait pas une crise de confiance un préjugé, justement. Ce préjugé, s'il existe, alors il remonte à bien longtemps, parce que les équipements météorologiques dont nous disposons aujourd'hui sont ceux qui étaient là il y a 5, il y a 10 ans. Et nous sommes dans une dynamique évidemment d'amélioration, de renforcement de notre dispositif. D'ici l'année prochaine, nous aurons l'acquisition d'un radar météo. Nous allons doter chacune des régions de Côte d'Ivoire d'une station météo synoptique qui va permettre donc d'affiner nos prévisions et de mettre à la disposition des populations, des décideurs et des secteurs économiques des informations essentielles pour le développement de notre pays. C'était ça que je voulais qu'on précise. On peut dire que les choses se précisent, les choses s'améliorent et elles deviennent plus pointues à la dimension des investissements qui sont faits. Merci. Tout à fait. Et si vous permettez de rebondir sur ce point, je voudrais indiquer également que nous aurons un centre d'alerte et de prévision météorologique l'année prochaine en Côte d'Ivoire, de même qu'un centre de maintenance à vocation régionale pour la maintenance, l'entretien des équipements météo. Ça n'existe pas dans beaucoup de pays et la Côte d'Ivoire va s'en doter et pouvoir servir donc nos pays de la sous-région. Très bien. J'ai une petite bataille avec mon oreillette, donc c'est pour ça. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle, en fait, avec ce que vous faites, en fait, le cœur de métier de Sodexam. Et quand même, tout ce qui est smartphone, météo qu'on peut avoir facilement avec notre téléphone, avec toutes les applications. Aujourd'hui, pourquoi, justement, l'Ivoirien devrait pouvoir se tourner vers vous plutôt que de se tourner vers une appli lambda météorologique internationale? À quand une application mobile Sodexam? L'application est en cours. Nous avons développé des partenariats avec certains centres de formation et de recherche, notamment des universités. Et nous sommes en train de développer une application justement pour mobile afin de mettre à disposition les informations. Mais pour revenir à la question de Rabia, oui. Alors, je disais, pourquoi moi, en tant qu'Ivoirien lambda, je devrais me tourner vers les informations que vous me fournissez plutôt que vers les informations qu'une météo de Yahoo, voilà, ou même de mon smartphone me propose, que ce soit à Apple ou que ce soit... Qui parfois sont très fiables aussi. Voilà. Alors, la fiabilité, effectivement, est relative. Ce qu'il faut savoir pour observer les phénomènes météorologiques et établir des prévisions, il y a deux types d'outils qui sont utilisés. Tout d'abord, les observations d'images satellitaires. La Côte d'Ivoire ne dispose pas de satellites météo, certes, mais dans le cadre des partenariats que nous avons avec un certain nombre de pays, ces données nous sont mises à disposition. Ces données ont besoin d'être confortées par des équipements au sol. Donc ce sont les radars, les stations météo qui permettent de conforter les données qui sont observées à partir des satellites. Donc vous seul, vous disposez? En Côte d'Ivoire, la Sodexam est la seule structure à avoir ces équipements au sol qui permettent de conforter les images satellitaires qui voient les nuages et les phénomènes du haut et à partir du sol de la Terre. On observe également et ça nous permet d'affiner les précisions à partir de modèles que nous avons. Et puis là, vous savez aujourd'hui que vous avez une agence qui existe, qui est fiable, avec des personnes tombées sur l'application quelconque que j'aurais pu mettre en place. Voilà. Donc en français facile, ça veut dire que moi, si je suis en Côte d'Ivoire, il vaudrait mieux que je me tourne vers vos informations plutôt que les informations d'une appli, puisque vous êtes sur le terrain, que vous avez du matériel sur place qui confirme ce que l'international peut me donner comme info. Alors moi, j'aimerais revenir sur vos actions. Le 2 juin dernier, la Sodexam a échangé avec le patronat ivoirien autour d'un thème, donc c'est prévisions météorologiques et risques de catastrophes naturelles en saison des pluies. Quel plan d'action a été défini pour maîtriser justement les risques de catastrophes naturelles pour les entreprises du patronat? Eh bien, notre intérêt en allant vers le patronat, c'est vraiment de proposer nos services et de leur montrer la valeur ajoutée des services météorologiques dans leur activité au quotidien et les gains que l'on peut faire pour... Est-ce que ça a été compris déjà? Le message a été bien compris. Nous sommes toujours en discussion et je peux vous indiquer que nous avons déjà des partenariats établis avec un certain nombre de structures privées qui ont compris le bien fondé de disposer donc d'informations météorologiques. Je le disais tout à l'heure, pour les transports par exemple, c'est essentiel pour une compagnie de transport d'avoir des données météorologiques parce que ça aura une incidence sur évidemment le réseau routier, le trafic, etc. Pour une société qui intervient dans le domaine agro-industriel également, ça va être important pour sa productivité.
pour les assurances. Nous travaillons beaucoup avec les assurances pour le développement d'indices climatiques. Et ça a permis donc à notre pays d'ailleurs de bénéficier de remboursement d'un mécanisme africain qui s'appelle l'African Risk Capacity, qui a permis donc de rembourser les agriculteurs qui avaient subi des aléas suite aux intempéries et un plan d'action a été météo. défini suite à ces échanges? Avec le patronat, justement, nous avons donc défini une voie à suivre pour leur proposer ces services-là et nous attendons qu'ils nous précisent leurs besoins par secteur d'activité afin d'affiner les offres Les que nous propositions. pourrions leur faire. D'accord. Monsieur Jean-Louis Mulot est avec nous, il est le directeur général de la Sodexam. Tout à l'heure, on parle en changement climatique, si vous le voulez bien. Avec plaisir. On marque une courte pause, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le magnifique plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, Monsieur Jean-Louis Mulot. Il est directeur général de la Sodexam et maire de Grand Bassam. On va garder une dernière question pour la fin concernant Grand Bassam. Alors, on s'intéresse à la météo. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, juste avant la pause, on avait pensé parler changement climatique. Changement climatique, mais juste avant de rentrer dans ce sujet d'actualité, je voudrais, pour les jeunes qui nous regardent, Oui. quels sont les métiers, en tout cas pour ceux qui souhaiteraient rentrer dans la filière météo, Ouais. quels sont les métiers qu'on peut retrouver dans ce secteur et qui pourraient les intéresser, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent? D'accord. Eh bien, nous avons, comme je l'indiquais précédemment, un certain nombre d'infrastructures météorologiques qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Et pour ce faire, donc, il y a des spécialités qui sont nécessaires pour pouvoir donc, relever les données et observer les phénomènes. Nous avons les techniciens supérieurs en météorologie. On doit faire géographie pour ça? Il y a des spécialistes en sciences géographiques qui sont reconvertis, qui ont besoin d'être recyclés ensuite, avoir des formations complémentaires. Mais il y a une école qui forme les ingénieurs en météorologie, qui est située en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est une école régionale qui forme les ingénieurs en météo. Dans quel pays? L'EAMAX est situé... Ah, ça, c'est une Là, oui, ça me reviendra tout à l'heure. D'accord. ok. Ça veut dire qu'il va falloir penser en avoir. À créer une école ici. météorologique. Dans la mesure où c'est une école régionale, l'ensemble des pays se sont mis ensemble pour créer cette C'est école. sur le continent africain. Sur la région Afrique de l'Ouest et du l'Ouest, centre. du centre, Afrique de ok. l'Ouest et du centre. C'est Les cette école-là AMAX qui forme. international. Et bon, Non, c'est pas déjà pour planter donc le décor sur le changement climatique, à quoi doit-on s'attendre lorsqu'on est un pays qui n'évolue pas et qui n'utilise pas la météo? Quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, c'est des pertes de points de PIB, puisque des études de la Banque mondiale ont démontré que la prise en compte justement de la météorologie nationale dans le processus de développement permet de gagner des points de PIB et de faire des économies par rapport au risque de catastrophes naturelles notamment. Donc on doit s'attendre à avoir des phénomènes climatiques extrêmes qui ne seront pas anticipés, des pertes en vie humaine, des dommages pour les activités économiques et donc une perte de productivité pour Mais l'économie. quels sont les effets majeurs du changement climatique en Côte d'Ivoire? Les effets majeurs du Précisément. changement climatique en Côte d'Ivoire, on peut observer des phénomènes tels que les décalages des saisons. La saison des pluies devait démarrer au mois de mars et prendre fin à la fin juillet. Vous aurez observé qu'au courant mars, nous n'avons pas noté de pluie abondante. Donc il y a d'abord le changement de ces saisons-là. Ensuite, le fait que nous ayons des pluies qui sont abondantes dans des périodes très très rapprochées. Sur 24-48 heures, il pleut abondamment. Et après, on n'observe plus de pluie. Une semaine plus tard, Vous il peut y parlez avoir des terre à pluies terre, quand il abondantes. fait chaud, il fait très très chaud. on a Exactement. Il y a l'impression. également donc, le phénomène de réchauffement climatique. Il y a une hausse de la température qui a été observée sur les 30 dernières années en Côte d'Ivoire de 0,9 degrés. Au plan mondial, on se situe à une hausse de 1,2 degrés. En Côte d'Ivoire, 0,9. Donc, il est important de mettre en œuvre des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique pour limiter les incidences C'est le donc, cas de ce changement. Absolument. La Côte d'Ivoire est signataire de l'accord de Paris sur le climat et la Sodexam est heureuse de faire partie du groupe d'experts au plan national, mais également du groupe d'experts internationaux sur le climat. Nous avons des spécialistes donc, qui participent aux travaux internationaux de la communauté scientifique mondiale. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour nos côtes? Parce que je parle de nos côtes, la zone côtière, Absolument. tout le littoral, puisqu'on parle de changement climatique, on parle de montée des eaux. Oui. Il y a eu un rapport de la Banque mondiale en 2019 ou 2018 qui s'intéressait au changement climatique en Côte d'Ivoire. Et c'était un rapport alarmant sur la montée des eaux au niveau de toutes les côtes ivoiriennes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faut s'inquiéter, il faut être préoccupé, mais le gouvernement a pris la mesure de la situation et comme vous le savez certainement, il y a un programme qui est en cours de mise en œuvre, le programme WACA, qui couvre l'ensemble des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest et qui prend en compte cette préoccupation et qui va travailler à la mise en œuvre de solutions pérennes pour pouvoir limiter l'érosion côtière.
Je suis concerné en tant que maire de Grand Bassam et je suis cette question, mais il y a des actions en cours. Alors, Monsieur Moulot, moi j'ai envie qu'on reste justement sur cette question du changement climatique et vous demander si aujourd'hui vous collaborez avec les agriculteurs par rapport à la variabilité justement de cette météo-là et de ce changement climatique. Comment est-ce que vous travaillez avec eux pour les aider justement à anticiper ? Eh bien, en termes simples, nous avons des actions de formation. Nous déployons sur le terrain, nous allons dans les régions rurales et nous formons les agriculteurs à l'utilisation des données météorologiques qui sont produites à leur intention. Nous produisons également des bulletins spécifiques agrométéorologiques avec les informations qui vont intéresser le monde agricole pour optimiser justement les périodes de semis et optimiser le rendement. Et nous implantons, avec le concours de certaines structures universitaires, de certaines structures privées, des pluviomètres qui permettent donc de mesurer la pluviométrie. Et nous formons les agriculteurs justement à l'utilisation de ces pluviomètres, de sorte qu'ils sont autonomes pour pouvoir planifier leurs activités et intégrer cette donne donc, du changement climatique dans leur activité agricole. Est-ce que ces services additionnels sont gratuits ? Ces services additionnels sont gratuits, effectivement. Généralement, nous obtenons des financements de certains partenaires au développement ou de structures privées qui nous accompagnent. Nous travaillons notamment avec Et c'est eux qui vous financent entièrement, qui financent entièrement la Sodexam ou l'État? Comment vous êtes financé? Alors, le mode de financement, nous avons une petite subvention de l'État. Et j'adore les chiffres. Une petite subvention de l'État qui couvre 10 à 20% de notre budget de fonctionnement. Et pour le reste, nous avons des redevances sur l'activité aéroportuaire. L'établissement dont vous parlez, c'est l'EANAC? L'EAMAC. L'EAMAC, à Niamey. À Niamey, ouais. merci. Je vous en C'est ça. Niger, oui. Bon, alors, on a parlé de météo, on a parlé de vous êtes directeur de Sodexam, vous êtes également le maire de Grand Bassam. Monsieur le maire, comment se porte Grand Bassam? Grand Bassam, cette ville charmante se porte bien. Le lien, c'est il pleut, vous êtes régulièrement sous les eaux. Vous avez une commune qui est régulièrement sous les eaux. Vous avez les bulletins vous-même. C'est un lointain souvenir. C'est un lointain Heureusement. souvenir. Hein. Heureusement, la période des inondations est derrière nous. Aujourd'hui, Grand Bassam, à l'instar des autres villes de Côte d'Ivoire, subit quelques désagréments, évidemment, lorsqu'il y a des pluies abondantes. Mais nous avons un réseau de drainage des eaux de pluie qui est certes insuffisant au regard du dynamisme urbain de Grand Bassam. La ville se développe très rapidement. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'il est convenu d'appeler le Grand Abidjan et nous recevons de plus en plus de populations qui s'installent. Et pour donner l'exemple, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour régler ces problèmes? En amont de la saison des pluies, Oui. la meilleure manière d'agir, c'est vraiment d'anticiper. Et ce que nous avons fait en la matière, c'est de pouvoir curer les caniveaux afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie. Mais cette action se révèle parfois inefficace parce qu'il y a l'incivisme des populations. Qui Vous vont curez les remettre, caniveaux, une semaine après, vous bien revenez sûr. et ça sert de dépotoir. Et justement, je vous prends au mot, justement, monsieur le directeur général. Là, je reviens à votre casquette directeur général à Sodexam. Nos caméras sont là, les populations vous regardent. Nous sommes en train d'aborder la saison des pluies. Un message, certainement. Eh bien, nous pouvons à nouveau inviter les populations à éviter d'utiliser les caniveaux comme dépotoirs et comme poubelles parce que ces caniveaux-là permettent d'évacuer les eaux de pluie. Ça permet de sauver les habitations, de sauver des vies lorsqu'il y a des pluies abondantes. Très bien. Et concernant la pluviométrie, elle est raisonnable, il ne faut pas trop s'inquiéter. De toute façon, on aura régulièrement des bulletins pour nous tenir informés. Il y a des bulletins d'alerte qui sont émis et qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision nationales, pour alerter les populations lorsqu'il y a un danger ou un risque. Très bien. Monsieur Jean-Louis Mello, merci d'avoir été en notre compagnie ce soir. Merci de m'avoir reçu. La lanterne des uns et des autres. Nous avons parlé de la Sodexam, de son fonctionnement, de ces outils-là et de surtout à quel niveau vous nous accompagnez dans des entreprises ou pour des individus. Merci d'avoir été en notre compagnie. Vous serez le bienvenu chaque fois que le besoin se fera sentir. Nos portes vous sont ouvertes. On aura certainement l'occasion d'avoir une émission spéciale sur Grand Bassam ou peut-être faire une émission à partir de Grand Bassam. Merci à toutes les équipes techniques, éditoriales et d'animation qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Juste après, vous retrouvez l'équipe de la Foire des Deals pour un autre moment festif, un autre moment de gain sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.